Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Stoner, Paranoia et Pilule Rouge. Non, pas d'ASMR aujourd'hui, je vous rassure, mais une immersion dans le cinéma paranoïaque indépendant américain. Donc je ne sais pas, a priori on n'est pas écouté, donc tout devrait bien se passer. On va parler d'un pur film d'animation pour adultes, pour le coup, rien de dérangeant non plus, ni de olé olé, vous inquiétez pas. Avec un film aussi intriguant que son titre, Scanner Darkly. Un film qui m'a été soufflé indirectement par mon invité du jour qui revient pour son deuxième épisode d'Animédia après avoir parlé de Vice Versa. Là, on est sur un tout autre registre. C'est bien sûr Gauthier Jurgensen. Comment ça va ? Salut tout le monde, je suis extrêmement content de revenir dans ce podcast que j'aime beaucoup et dont je ne loupe aucun numéro. C'est vrai. De retour pour parler de Scanner Darkly, un film que j'avais découvert au cinéma qui m'avait beaucoup marqué en 2006. Alors pour te resituer un tout petit peu, si jamais vous n'avez pas écouté le premier épisode sur Vice Versa ou que vous ne connaissez pas Gauthier, mais ça m'étonnerait beaucoup, tu es journaliste cinéma chez Satellifax et depuis, quand même, le premier épisode, il s'est passé un truc nouveau. Tu es aussi créateur du podcast Originals. Et oui, c'est vrai que j'avais pas encore lancé Originals à l'époque. Effectivement, maintenant, on a un podcast hebdomadaire que j'ai co-créé avec Romain Menro qui est passé tout à fait ici aussi. Et donc, chaque semaine, on s'applique à décrypter ce qui se passe exclusivement sur les plateformes. Et quand on dit plateforme, on exclut Canal parce que la plupart des programmes Canal passent à la télévision. Et donc, on laisse ça aux spécialistes de la télévision. Mais nous, on a comme ça pour ambition de devenir les premiers critiques spécialisés uniquement dans les contenus de plateforme. Et c'est super. Pour le coup, moi non plus, je ne rate pas un épisode. Vous avez un invité différent chaque semaine. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être invité moi-même pour parler Tout à fait. de... Sauf quand on n'a pas d'invité, ce qui arrive aussi. Et donc là, Menro et moi, on se parle et on radote et c'est très bien quand même. Mais ça sort tous les vendredis. Je fais la pub, je me permets, et c'est super pour découvrir à la fois quelque chose qui est sorti récemment et puis du fond de catalogue pour occuper vos week-ends et arrêter de scroller devant les plateformes. Voilà, c'est ce qu'on a. On a tous envie d'arrêter de scroller et de gagner du temps. Pour le coup, Scanner Darkly n'est pas disponible sur une plateforme de streaming, il est disponible en VOD si jamais vous voulez vous le faire avant l'émission, puisque on va spoiler, c'est quand même un film qui s'explique et se critique en partie aussi via sa fin. Il y a des histoires forcément de double jeu, de mensonges, de tromperies, etc. Oui, donc puis il est sorti il y a presque 20 ans, donc moi spoiler des trucs qui ont presque 20 ans, on est d'accord, que ça va. On est d'accord. Mais avant ça, c'est la nouvelle tradition dans Animédia. Ça aussi, tu y avais échappé. Ça n'existait pas encore. J'avais pas encore mis ça en place à l'époque. Mais tu vas répondre aux 6 questions du questionnaire Animédia pour essayer de mieux cerner ton rapport avec le cinéma d'animation. T'es prêt ? Moi, je suis prêt. Je pense que toi, t'es pas prêt. Parce que je vais être extrêmement bavard. Donc, mais c'est super. On va commencer tout de suite dans ce cas. Avec une question aussi large que potentiellement difficile à répondre, quelle est ta relation au cinéma d'animation ? Je pense qu'elle est extrêmement différente de la tienne. Parce que, bizarrement, je ne sais plus combien d'années on a d'écart, toi et moi. Moi, j'ai 40 ans, toi, tu en as combien ? 33 cette année. Et bizarrement, cette différence d'âge qu'on a, elle va être marquante pour le cinéma d'animation. Parce que j'imagine bien que toi, tu as grandi avec un corpus de films dans lequel étaient inclus Le Roi Lion, Aladdin, les premiers Pixar et tout ça. Complètement. Et, c'est étrange à dire, mais moi, quand j'étais tout petit, ces films-là n'existaient pas. Et Pixar n'existait pas dans sa forme actuelle. N'existait pas. Les films Ghibli ne sortaient pas encore au cinéma. C'est venu plus tard. Donc, en fait...
pour le cinéma d'animation, on avait un corpus qui était beaucoup plus petit et les Disney de mon enfance, c'était les Disney classiques. Alors, les Disney classiques, les classiques Disney, bien sûr, mais les premiers. C'est-à-dire qu'on avait accès à Dumbo, Pinocchio, Cendrillon, ces trucs-là, le livre de la jungle, mais c'était pas hyper riche et foisonnant comme ça l'est aujourd'hui. Bah et surtout, j'en avais parlé un peu dans mon épisode sur Hercule, les années 80, c'était un peu le fond du trou pour Disney. Pour Disney en particulier, effectivement. Donc, moi, j'ai grandi assez peu avec le cinéma d'animation, et j'ai un rapport au cinéma d'animation qui est un rapport finalement d'adulte, puisque les films qui sont vos films phares, Aladdin, Le Roi Lion, tout ça, je les ai vus au cinéma, et c'est des souvenirs plutôt de 10, 11, 12 ans, début de l'adolescence. Pixar, c'est complètement l'adolescence pour moi, parce que Pixar, ça commence avec Toy Story, et Toy Story, mon papa m'a emmené le voir, parce que je crois qu'il avait des places en avant-première via son CE, et on y allait tous les deux en se disant, tiens, on va voir la bizarrerie du premier film par ordinateur, et c'était ça qui était nouveau pour nous. Donc je l'ai pas trop vu avec la joie d'un gamin qui se dit, ah, je vais voir des histoires de jouets et tout ça. Je l'ai vu déjà avec une curiosité presque industrielle, si tu veux. Donc j'ai un rapport, je pense, moins affectif et peut-être plus adulte que toi au cinéma d'animation. Question subsidiaire qui n'est pas dans le questionnaire de base, est-ce que tu te souviens du premier film d'animation que tu as vu au cinéma pour le Ouais, c'est un souvenir extrêmement tendre, ça. On vient de dire que Disney était un peu au fond du trou. Quand j'avais 4 ans, mon papa m'a emmené voir un film qui s'appelait Oliver et compagnie, qui était le Disney classique qui est sorti cette année-là. Et je me souviens d'avoir 4 ans, d'aller au cinéma à Beaugrenelle, et ensuite il m'a emmené manger un McDo, et je nous revois ce dimanche soir, après avoir garé la voiture pour rentrer chez nous, marcher avec mon papa dans la rue, et je m'étais dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et oh, c'est trop mignon. J'étais tellement heureux, j'étais un petit enfant de 4 ans comme ça, et j'ai encore le souvenir de cette journée totalement intacte, quoi. Quel est ton film d'animation doudou, celui qui a bercé ton enfance, s'il y en a un du coup? Oui, il y en a quand même, parce qu'on avait déjà accès aux cassettes vidéo et tout ça à l'époque. Je me souviens de 2 films qui ont un peu bercé mon enfance, mais qui sont vraiment des bizarreries, parce qu'il n'y avait pas tant de richesse que ça, comme je l'expliquais quand j'étais tout petit. Le premier, c'est un film de la BBC, qui était un film éducatif pour les enfants, qui s'appelait Muzzy in Gondoland, et qui est disponible sur YouTube, je crois. Et l'histoire de Muzzy, c'était un gros extraterrestre bleu qui est arrivé en Angleterre, et donc il fallait lui apprendre un peu tout comment ça marche l'Angleterre, et donc il apprenait les mots les plus rudimentaires et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et comme on est un peu fasciné quand on est enfant, les films, on se les repasse encore et encore et encore. Donc ça faisait partie de ça. Et Comment t'étais tombé là-dessus? C'était un film éducatif de la BBC? Je pense que ma mère a acheté des cassettes vidéo éducatives pour nous initier un petit peu à l'anglais. Ok. Et qu'en plus de ça, il y avait un petit film d'éducation qui doit être mochissime. Ça doit être très difficile à revoir aujourd'hui. Mais comme ça, il y avait une histoire et tout, bah, j'aimais bien regarder ce truc-là. Et je t'ai retrouvé un autre truc, parce que je suis allé un petit peu fouiller dans mes souvenirs d'enfance. Je sais qu'il y a une cassette vidéo que j'ai complètement essoré, lessivé, qui était un film, une version du Livre de la jungle, mais pas du tout le Disney. C'était une version japonaise qui venait après une série. Il y avait un animateur, un cinéaste d'animation qui s'appelait Fumio Kurokawa, et qui est mort l'an dernier. Et c'était lui qui avait fait Booba le petit ourson, c'était lui qui avait fait Princesse Sarah, il me semble. Et il avait fait une série animée sur le Livre de la jungle en plusieurs épisodes. Et à la fin, il avait fait un film de cette série animée, un film pour boucler le truc. Et ce film, ça m'avait passionné, je le regardais encore et encore et encore. Et c'est pas exactement le Livre de la jungle tel que Disney l'avait fait, c'est une autre lecture. Et c'est pas un Wish non plus, c'est pas un Livre de la jungle non, Wish. mais tu sais que ça me parle ce truc, parce que j'avais moi aussi une cassette je pense que c'est la même chose qu'on a vu. Alors moi je me souviens plus si c'était le film ou si c'était une cassette qui compilait plusieurs épisodes. Mais je me souviens de cette version un peu bizarre de Mowgli, du Livre de la jungle, avec un truc hyper dark où je sais pas, ils rejouaient la scène où ils allaient voir le roi Louis, là où c'est un truc qui se passe dans des ruines, etc. Mais je me souviens d'un truc, peut-être que
voilà, c'est le souvenir de l'enfance qui est peut-être complètement biaisé aujourd'hui. J'aurais peut-être pas la même réaction aujourd'hui. Mais ouais, c'était assez sombre. Il se faisait un peu attaquer par les singes et tout. Il était pas du tout le bienvenu et c'était très très chelou. Bah déjà, c'est pas une version musicale, donc t'as pas de Non. chanson. Et puis, ouais, Shere Khan, il faisait un peu plus peur et tout ça. C'était plus concentré autour de la vie sauvage de Mowgli avec sa famille loup et tout ça, quoi. Faudrait que j'essaye de retrouver. Ça se trouve, on a vu le même. C'était édité chez René Château Vidéo à l'époque. Ouais, bah c'est ça. C'est complètement ça. C'était peut-être le film finalement que j'ai vu moi aussi. Ok, très bien. Question numéro 3. Quelle est la chose que tu aimes par-dessus tout dans le cinéma d'animation? Bizarrement, je vais rapprocher ça du cinéma muet, pour lequel j'ai aussi une énorme affection. Ce que j'aime beaucoup dans le cinéma muet, comme dans le cinéma d'animation, il y a une maîtrise totale du cadre, au fait. Rien n'est là par hasard. C'est fou d'imaginer ça dans le cinéma d'animation. Ouais, C'est-à-dire que ce que je disais dès le début. Ouais. tu peux regarder où tu veux dans le plan. Il y a quelqu'un qui a réfléchi à mettre ça là. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'aristocratie du cinéma. C'est-à-dire que absolument tout a été pensé, maîtrisé avant de te le livrer. Il n'y a pas d'accident heureux, quoi. Il n'y a pas d'histoire de ah, tiens, la lumière, elle est sympa ici, ou il se passe quelque chose, ou quelqu'un qui va improviser une réplique, ou tout a été réfléchi. C'est clairement un truc de contrôle fric et de geek, hein, le cinéma d'animation, mais ça demande un boulot de réflexion en amont qui est dingue, ouais. Mais du coup, c'est ambivalent parce que c'est aussi cruel sur certains aspects. Si quelque chose est défectueux dans le cinéma d'animation, si ce que tu regardes est moche, eh ben ça veut dire qu'il y a un artiste un peu incompétent derrière. Quel est ton dernier coup de cœur de cinéma d'animation? Il est assez récent parce que c'était sur plateforme justement. Je l'ai regardé un petit peu pour alimenter le podcast Originals d'ailleurs, mais c'est un coup de cœur entier. C'est Wallace et Gromit, le nouveau Wallace et Gromit. Ah oui. J'ai déjà oublié comment il s'appelait d'ailleurs. La palme de la vengeance. La palme de la vengeance, c'est ça. Je me suis retrouvé, je regarde beaucoup de ses contenus la nuit pendant que ma femme et mon fils dorment. Je me suis retrouvé à rire, mais à avoir des fous rires devant ce truc-là. C'est très drôle. C'est merveilleux. Là aussi, je me souvenais d'avoir vu Le Mauvais Pantalon quand j'étais petit, encore une fois avec mon père. J'avais un souvenir absolument parfait d'un mauvais pantalon. J'étais hyper heureux de, à mon tour, être papa et de découvrir ça et de me dire je pourrais le montrer à mon fils et tout. C'est génial. Ouais, c'est ça qui est génial. Ouais. Surtout, bah, là, il se passe, j'ai plus 25 ans, je crois, entre les deux. Et voilà, le cinéma d'animation permet cette transmission. Je me rends compte que j'ai sauté une question, mais c'est pas grave, on va y revenir quand même. Est-ce que tu regardes aussi des séries d'animation, en plus des films? J'en regarde maintenant pour le boulot, mais je dois reconnaître que si je devais pas en regarder pour le boulot, j'en regarderais pas. En fait, les séries d'animation, c'est très bien, hein, mais c'est un peu dirigé vers les personnes qui sont des téléspectateurs compétents. Et moi, je suis pas un très très bon téléspectateur. Et je me souviens que même quand j'étais enfant, je regardais pas beaucoup la télé. Je me mettais des films, je me mettais beaucoup de cassettes vidéo. J'aimais bien regarder un truc dans son entièreté. J'aimais pas cette idée de devoir suivre quelque chose et la suite au prochain épisode et de revenir et d'avoir un rendez-vous télévisé et tout ça. J'ai pas été très bon à regarder la télé, moi, quand j'étais petit. J'ai même développé un truc encore plus violent, on va dire. C'est que les séries dont on me parlait quand j'étais gamin, que mes potes regardaient, j'étais infoutu de penser que c'était un spectacle compétent, si tu veux, quoi. Toute la japanimation et tout. Je vois bien qu'il y a des gens qui prennent tout ça très au sérieux, mais il faudrait me payer très très cher pour que j'en regarde, au fait. Et je comprends même pas comment ça fonctionne. Pour moi, Dragon Ball, par exemple, que ce soit Dragon Ball Z ou je sais pas trop quoi, j'ai l'impression de voir un tournoi qui se finit jamais, avec des bagarres qui sont tout le temps les mêmes, avec des personnages qui sont hyper vénères. Je comprends pas du tout comment ils parlent. Ils sont tout le temps à faire et puis en face, il y a toujours un éternel méchant qui dit « Oh, mais c'est impossible, comment tu fais ?» J'ai envie de dire pose-moi la question au début de l'épisode, moi je vais te le raconter, hein. Je sais ce qui va se passer, quoi. Donc je suis très... de ta génération, d'être passé entre les filets du Club Dorothée, c'est assez fort. Ouais, non, je me souviens bien du Club Dorothée parce que j'aimais bien le Club Dorothée en lui-même et puis les petites séries de AB Productions. T'étais le mec qui regardait tout sauf les séries. Ouais, voilà, les séries animées m'intéressaient pas beaucoup. Je suis passé à côté de Pokémon parce que j'étais déjà trop grand. T'étais un peu trop grand, oui. Donc voilà, tu vois, finalement, cet écart d'âge qui est pas si grand entre toi et moi,
ça dessine des spectateurs qui vont avoir un rapport à l'animation très très différent, quoi. Oui, et puis j'ai l'impression que les séries d'animation d'aujourd'hui touchent un public beaucoup plus niche quand même. Ou alors, il faut avoir justement grandi avec ça et avoir un peu cette appétence pour vouloir y revenir avec les séries adultes d'animation, etc. Oui, puis il y a peut-être le petit enfant qu'on est qui est différent, tu vois. Peut-être qu'il y a plein de petits garçons qui sont fascinés un peu par ces idées de la bagarre et tout ça. Pour moi, la bagarre, c'était pas très fascinant, quoi. Pour moi, c'était l'éternelle violence. Je comprenais pas très bien j'ai jamais très bien su regarder ces trucs-là. Et enfin, dernière question évidente, quel est ton film d'animation préféré ? Ça, c'est vraiment une question qui est très très difficile. Il faudrait que j'ai un avis très tranché dessus parce que bon, on commence à avoir vu tellement de choses que faudrait pouvoir catégoriser. Tu vois, faudrait se dire quel est son Disney préféré, son Pixar préféré, son film d'animation français préféré, son film d'animation japonais préféré. Il y a tellement films d'animation adultes préférés. Il y a plein de trucs. Si je dois te donner une réponse absolue, je vais aller du côté de Pixar et je vais dire qu'il y a une corde sensible chez moi qui a été touchée au moment où j'ai vu Wall-E. Pour 2 raisons différentes. La première, c'est que j'avais 24 ans quand je suis allé au cinéma voir Wall-E et je pense qu'à cette époque, j'étais désespérément amoureux d'une fille. Mais désespérément, si tu veux, et j'arrivais pas à le lui avouer. J'ai jamais pu d'ailleurs, et de regarder Wall-E être désespérément amoureux de Eve et de pas arriver à communiquer avec elle, je me suis dit je crois qu'on a un point commun, toi et moi. Je crois qu'il y a un truc de l'histoire de l'universalité qui se joue là-dedans. Exactement, ouais. Et puis voir ce petit robot qui regarde les étoiles, il y a 2 ou 3 plans du film dont je peux pas vous parler vraiment très longuement parce que je serais capable de fondre en larmes, mais il y a des trucs qui m'ont expliqué qui est mon père. Voir ce petit robot, le gros plan sur cette paire de jumelles qui sont ses yeux avec le reflet des étoiles qui s'imprime dessus. J'ai un papa qui a passé beaucoup de temps à regarder les étoiles au fond d'un jardin de notre maison de campagne. Ça m'a vraiment fait penser à lui. Et puis il y a aussi un plan qui est génialissime parce que c'est un plan anodin mais personne ne pense à le décoder plus. C'est le moment où tu sais la fusée part avec Eve dedans et Wall-E s'accroche à la fusée pour aller la sauver. Il y a un moment où il traverse l'espace et donc c'est un petit robot comme ça, il a les 2 bras accrochés à la fusée et il passe sous une poussière d'étoiles. Et il y a quelque chose de terriblement à la fois enfantin et touchant qui est que c'est trop beau cette poussière d'étoiles, donc il peut pas s'empêcher de détacher un de ses bras et d'aller caresser la poussière d'étoiles. Et c'est génial parce que la poussière d'étoiles, ça n'existe pas. C'est une idée qui est exclusivement poétique, tu vois. Oui. Donc là, il est à cet instant-là, il est partagé entre sa réalité de petit robot mécanique harnaché à une fusée, si tu veux, et sa poésie, quoi. Et je trouve ça démentiel. C'est génial ce film, on peut y trouver un milliard de choses. C'est mon Pixar préféré de toute façon. Et c'est curieux parce que, maintenant qu'on a presque 20 ans de recul sur ce film, on sait que c'est un Pixar qui est aussi un peu froid, tu vois. Moi, j'ai essayé souvent de le montrer à mon fils. Et il n'a pas encore le bagage émotionnel pour s'attacher à ces petits robots, à ces petits trucs mécaniques et tout. Ouais, faut avoir grandi et comprendre pourquoi c'est absolument fondant, quoi. Ces robots qui sont plus humains que les humains. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était effectivement une bonne introduction à ce podcast, mais néanmoins passionnant. On est bien chaud maintenant, ça va. On a fait chauffer les micros. On va pouvoir attaquer la partie critique de cette émission. Je rappelle sur Scanner Darkly. Et donc comment ça va se dérouler. Je l'ai dit, on va spoiler, on va attaquer par un petit peu de contexte, mais surtout peut-être le contexte de l'époque dont tu vas nous parler, que moi j'ai pas, puisque je l'ai vraiment découvert tout récemment. Ensuite on va attaquer la partie critique à proprement parler, et qu'est-ce qu'il y a d'assez important autour de ce film, ce qui raconte d'une certaine époque. On se posera ensuite la question rituelle d'un épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui A Scanner Darkly, et on lui décernera une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Allez, c'est parti, poussez la porte, mais faites-vous discret, on bascule dans l'univers de la SF paranoïaque. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Gentlemen, you are about to witness for approximately 61 cents the perfect homemade silencer. That sure is some silencer. Just drive over to my place, kick back, get some tequila. They're in my hair, on my skin. They're all over the place. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? What's on the dessert menu? Damage has taken place to the normally dominant left hemisphere, and the right hemisphere is attempting to compensate. Two hemispheres of my brain are competing? Yes. Nous sommes dans la banlieue d'Orange County, au sud de Los Angeles, en 2013, dans un futur proche. L'interminable et vain combat de l'Amérique contre la drogue se confond désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Dans ce climat morose, Bob Arctor est Fred est Bob Arctor. Un policier membre de la brigade des stupéfiants, infiltré dans un milieu de toxicomanes, il mène 2 vies à la fois, en coloc avec ses potes Barris et Luckman, complètement déphasés par la réalité. Tous sont complètement accros à la substance D, fournie notamment par l'ami de Bob, Donna. Une drogue qui mine peu à peu leur identité et leur enlève toute volonté d'action. Un jour, Bob reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, marquant le début d'une inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyauté et identité deviennent indéchiffrables. A Scanner Darkly est sorti le 13 septembre 2006 en France. Il est écrit et réalisé par Richard Linklater d'après le roman de Philippe Cadic, Substance Mort, paru en 1977. C'est un thriller de SF à tendance paranoïaque qui utilise la technique de la rotoscopie, ça on y reviendra. Au casting, on retrouve, excusez du peu, Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr., Woody Harrelson et Rory Cochrane. Le film est produit par Section 8, Detour Film Production et 3 Arts Entertainment. Il est distribué par Warner Independent Pictures. Il a été présenté pour la première fois à Cannes dans la sélection Un certain regard. Et pour un budget de 8,7 millions de dollars, il a rapporté 7,6. Donc pas un grand succès commercial. Mais on va quand même en parler puisque c'est ce que tu m'as dit en off juste avant l'émission. Il t'a marqué toi, et il t'a marqué plus que la critique à l'époque qui n'y a pas vu l'importance qu'elle aurait dû, grosso modo, c'est ce que tu m'as dit. Je trouve, mais c'est peut-être personnel aussi. Moi, je me souviens y être allé quasiment dès sa sortie, et je trouvais même avant de l'avoir vu qu'il y avait une sorte de truc génial à réunir ces acteurs pour un projet pareil. Parce que non seulement le cinéma fonctionne un petit peu comme du formol, hein, ça fige les âges des gens au moment où ils tournent un film, mais en plus ce film-là utilise, comme tu le disais, la rotoscopie, et t'as l'impression qu'il y a une double couche de formol sur eux, quoi. Donc on retrouve un Keanu Reeves qui est un Keanu Reeves un peu sans âge, qui est pas du tout le Keanu Reeves un peu ridé et marqué maintenant qu'on voit dans John Wick. Et on le retrouve aux côtés de Winona Ryder, donc ça fait appel à Dracula, tu vois, de Coppola. Tu te dis, ils seront éternellement ensemble à l'écran, quoi. Et puis il y a Robert Downey Jr. Qui est pas encore Iron Man à cette époque. C'est juste avant, ouais. Keanu Reeves, pour situer, c'est pas longtemps après la trilogie Matrix. Exactement. Et voir Robert Downey Jr. dans le rôle d'un toxicomane paranoïaque à ce moment-là, tu te dis, waouh, grosse mythologie. Si vous connaissez pas la bio de Robert Downey Jr., allez fouiller un petit peu. Mais enfin, là, il sortait justement tout juste de cette période de sa vie. Il avait été complètement blacklisté à Hollywood. Totalement. Parce que ça se savait, des addictions diverses et variées se savaient, et il est revenu autour de cette période-là dans le game à Hollywood avant de connaître la carrière qu'on connaît beaucoup mieux maintenant. Et puis c'est pareil pour Woody Harrelson. Si tu veux, tu as ces 4 immenses figures des années 90 et 2000 qui sont réunies ensemble dans un truc qui va vraiment les figer dans le temps. Avant même que le film commence, j'étais quand même très chaud, quoi. Alors en plus de ça, quand j'ai vu que c'était essaimé de scènes avec des musiques de Radiohead et Tom York, qui là aussi sont quand même les plus grands adaptateurs musicaux de la paranoïa. Oui, voilà, la bande-son joue un rôle assez clé dans le film. Il y a tout un album, hein, je me souviens plus le nom du collectif qui a fait ça, mais il y a un album de 50 minutes. Et en plus, c'est ponctué, il y en a
3-4 de Radiohead et une de Tom York pour le générique de fin. Qui était sorti cette année-là, hein. D'ailleurs, moi je l'écoutais. C'était son premier album solo, ouais. En plus de ça, c'est un film de Richard Linklater, qui est quand même un cinéaste à la carrière totalement bizarroïde. Ah, on peut en parler, on peut faire une première parenthèse là-dessus. J'ai noté plus de 20 films depuis la fin des années 80. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois hyper prolifique et complètement insaisissable. C'est-à-dire que chaque nouveau projet qu'il lance est hyper différent du précédent, quoi. Alors c'est déjà lui qui vous a fait Before Sunrise, Before Sunset et After Midnight. Before Midnight, c'est la trilogie des Before avec ce couple à l'écran. Julie Delpy et Ethan Hawke. Et Ethan Hawke à travers différentes étapes de leur vie, exactement, ouais. Et puis il avait fait Boyhood, qui est quand même un film qu'il a filmé sur 12 ans pour regarder un enfant grandir. Donc c'est vraiment un cinéaste étonnant qui a toujours des projets très curieux. Celui-ci est un projet curieux aussi. Complètement. Et puis derrière Scanner Darkly, tu as quand même l'ombre de Philippe K. Dick, l'auteur qui, excusez du peu, vous a donné Blade Runner, Minority Report, tout ça. Et ce livre-là en particulier qui s'appelle Substance Mort, je crois. En VF, oui. En VO, c'est le même nom. C'est Scanner Darkly, ouais. C'est du Philippe K. Dick 101. Hein, c'est quasiment une autobio de Philippe K. Dick, quoi. C'est ça, il y a un côté très très autobiographique là-dedans. Le film, à la fin, est dédié à tous ses amis disparus qui ont connu de très très près la drogue. Et lui aussi a été addict à certaines substances à un moment donné de sa vie. Linklater a dit qu'il voulait faire une première adaptation de K. Dick d'un autre de ses romans très très connus qui s'appelle Ubik. Mais que pour des questions de droit et pour des questions aussi d'adaptation, lui-même, il n'arrivait pas à trouver le très bon angle. Il s'est rebattu sur Scanner Darkly, mais qu'il préférait lui-même, c'est ce qu'il avouait dans une interview, pour le refaire à sa manière. Alors, avec de la rotoscopie, tu l'as dit, on va juste expliquer 2 minutes ce que c'est. C'est le procédé de redessiner par-dessus des acteurs, par-dessus du filming live. C'est-à-dire que le film a été tourné entre guillemets 2 fois, c'est-à-dire une première fois de façon tout à fait classique, avec des acteurs dans un décor qui est celui du film, dans des voitures, etc. Et ensuite, des animateurs ont redessiné avec un trait très spécifique, plus ou moins image par image, pour redonner ce côté animation, enfin ce mélange d'animation et de live qui est propre justement à la rotoscopie, ce qui donne un cachet très très particulier au film. Et ça aussi, je trouve ça très spécial. Parce que quand tu y penses 2 secondes, ça fait que tu as un film d'animation qui n'a pas besoin d'être un film d'animation. Non. Au départ, tu as un vrai film. Et ce que tu vois, c'est pas le vrai film. C'est le film d'animation qu'on a dessiné par-dessus le vrai film. Alors, vous inquiétez pas, hein, les acteurs, on les reconnaît parfaitement. Keanu Reeves, c'est les traits de Keanu Reeves. Winona Ryder, c'est pareil. Oui, c'est ça, on les modifie pas. Hein, c'est vraiment, c'est eux-mêmes. Alors, on vous expliquera plus tard, je pense, à quoi ça sert dans le film, que ce soit quand même un film d'animation. Et d'autant que c'est pas le premier essai de Linklater avant. Il avait fait un premier film en animation pour lui qui s'appelle Waking Life. Je sais pas si tu as vu ça, sorti en 2001. Et si vous regardez la bande-annonce, c'est un peu le même principe, mais en plus ça combine plusieurs techniques d'animation. On sent que la rotoscopie elle-même a l'air d'évoluer dans le film. Je ne l'ai pas vu, mais ça avait fait un petit bruit à l'époque, notamment dans les festivals. Linklater, c'est quand même on peut lui mettre la casquette de réalisateur de festival avec des guillemets du cinéma indépendant américain. Mais alors au-delà, peut-être pour revenir sur ton rapport à toi au film, de l'avoir découvert à l'époque, c'est vrai que moi quand on parle de tout ça, c'est-à-dire science-fiction, K. Dick, animation, pour moi il n'y a rien là-dedans, on se connaît un petit peu, qui crie Gauthier Jurgensen, c'est même plutôt l'inverse. Donc qu'est-ce qui a fait que tu t'y as accroché et qu'on en reparle quasiment 20 ans plus tard? Écoute, déjà on a ça en commun, toi et moi, d'avoir une vénération pour Blade Runner. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Donc tout simplement, quand tu me dis Philippe K. Dick, ça m'intéresse beaucoup. Moi, le cinéma de science-fiction m'intéresse énormément de manière générale. Un peu pour les mêmes raisons que l'animation et le muet, d'ailleurs. C'est que quand tu dis science-fiction,
le cinéaste est un petit peu obligé de forcer visuellement, si tu veux, d'intéresser le spectateur à chaque coin de l'image. Donc c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, si tu empiles toutes ces strates de choses que je t'ai dites, donc Linklater, Radiohead, rotoscopie, acteur mythique, Philippe Cadic, bah, ça finit par faire un truc qui m'intéresse à mort. Ça fait un bingo improbable où finalement ça coche toutes les cases, là où le projet de base est très très bizarroïde. Moi, pour le coup, je l'ai vraiment redécouvert. Enfin, non, je l'ai découvert cette semaine. Le film a quand même une petite aura. Je vais pas dire que c'est un film culte, parce que c'est un mot qui est employé un peu à tort et à travers, et je pense pas qu'il résonne non plus à ce point-là, mais c'est un peu la carte maîtresse que tu joues quand tu veux dire non, l'animation, c'est pas qu'un truc pour enfants, quoi. Il y a un peu ce film qui revient. Oui, bien sûr, mais en même temps, au moment où moi j'ai vécu la sortie de ce film, au moment de la sortie de ce film, c'était vraiment un flop complet, si tu veux. C'était un pavé dans la mare totale. Ça a intéressé personne et j'ai toujours trouvé ça étrange parce que moi, ça m'a super méga intéressé, si tu veux. Alors, vas-y, on peut commencer. Qu'est-ce qui t'a d'abord accroché là-dessus? Et par où tu le prendrais? Déjà, moi, je trouve ça très marrant, ces trucs de science-fiction qui vont se passer dans quelques années. Parce qu'on va vite arriver en 2013 et découvrir que rien de tout ça n'existe. Oui, évidemment. Le futur donc tu sais qu'on te raconte une fable, au fait. Je ne sais pas si le roman, je n'ai pas fait mes devoirs là-dessus, si le roman a la même temporalité de futur proche ou s'il se passe aussi en 2013 alors qu'il est sorti en 77. C'est une bonne question aussi, mais si tu veux, on comprend Philippe Cadic. C'est un personnage très compliqué, Philippe Cadic, parce que c'est quelqu'un donc qui était un objecteur de conscience, doublé d'un drogué, qui vivait dans des communautés marginales et tout ça, et c'était les années 70, hein, c'était le Watergate, c'était cette Amérique-là, quoi. Lui, il était persuadé que le gouvernement venait régulièrement fouiller dans ses affaires et tout ça. Et bon, tu vas me dire, bah ça c'est un truc de Toxico 101 d'être parano. Oui, mais en même temps, quand t'es toxico et contestataire dans ce climat du Watergate, est-ce que t'as pas un petit peu des raisons de te demander si tout ça, donc c'est hyper intéressant, et voir Philippe Cadic raconter ce qu'il est en train de vivre intérieurement dans cette paranoïa de cette manière-là, avec cette communauté de gens qui sont drogués et ce flic infiltré qui doit faire ce job tellement parano de se surveiller lui-même, avec en plus ce truc génial de la combinaison, combinaison transparente, c'est-à-dire que quand il sort de sa communauté de junkies et qu'il doit faire son travail de flic, pour ne pas être reconnu par ses collègues, pour que la couverture reste valable, il a un costume qui est un costume flou, et au fait il ressemble au même moment à n'importe qui. Et donc c'est un grand point d'interrogation, c'est monsieur rien. C'est pour ça, effectivement, c'est la principale raison pour laquelle le film est en animation plutôt qu'en live, parce que ça aurait été, je pense, avec le budget du film, trop compliqué à faire en live. C'est ce qu'ils appellent dans la version originale le Scramble Suit. Oui, tu as commencé un petit peu à le décrire. En gros, ça combine des éléments de différentes personnes, mais sauf que ça les remâche. C'est un grand shuffle de gens. Comme si vous preniez un qui est, mais que vous découpiez l'œil, le chapeau, un bout de la chemise, un bout du pantalon, et que comme ça se mélangeait en permanence. Et à l'écran, ça donne. Enfin, c'est la trouvaille et l'idée visuelle hyper forte du film, quoi. Ça marche super bien. Du coup, le héros est condamné à être, quand il est en public, il est condamné à être constamment à la fois monsieur tout le monde et monsieur personne, quoi. Et il est jamais lui-même, que ce soit au boulot, ou c'est là où justement il se fait appeler Fred, qui est un espèce de nom de code. Et quand il est chez lui ou ses potes squattent, eux ne connaissent pas sa véritable identité, son véritable boulot. Donc il est constamment partout et nulle part, et c'est ça, et personne et tout le monde à la fois. Il y a un vrai discours là-dessus dans le film, d'autant que il va y avoir des rapports ensuite de surveillance et de qui surveille qui et pourquoi. Et puis d'ailleurs, on le verra plus tard, mais dans une toute dernière partie du film, il a encore une troisième identité. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui est totalement dissocié, détruit, et qui ne sait plus à la fois qui il est, qui il regarde. C'est une idée qui me paraît assez parfaite pour un film sur la paranoïa, mais en plus une assez belle idée sur l'identité des gens, tout simplement.
Parce qu'il est infiltré dans ce réseau de toxicos et il essaye de remonter une filière, sauf que il devient accro à cette même drogue qui elle-même a tendance à brouiller la réalité, les perceptions, à faire un peu qu'on oublie qui on est, pourquoi on est là, etc. Et la rotoscopie sert à ça aussi. C'est-à-dire qu'on voit ce film qui est comme un film dessiné sur du réel, et on est dans un climat de paranoïa où on se dit, est-ce que le réel est le réel, tout simplement. Ça aussi, c'est une très très bonne idée. Tout ça est cohérent, en fait. Il n'y a rien dans ce film qui est laissé au hasard. Je trouve ça très fort, moi, personnellement. Et il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a à la fois le fait que l'animation rend tous les décors. Alors déjà, les personnages eux-mêmes sont un peu flous, un peu tremblants, un peu gigotants comme ça, et le décor aussi. Et assez C'est-à-dire mobile, oui, comme si on ouais. était un peu drogué soi-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'impression un peu de marcher sur un waterbed, enfin voilà, Ouais. où le sol change constamment, rien n'est jamais stable, les perspectives parfois se brouillent aussi. Je me souviens d'un plan où il y a une boîte aux lettres, il prend un truc dans la boîte aux lettres, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus proche et puis finalement il s'en éloigne très très vite. Enfin, il y a un jeu comme ça sur la perception, quoi, d'une manière générale dans le film. Et puis il finit par, comme il est constamment en train de regarder des vidéosurveillance de lui-même dans cette communauté de junkies, il finit par ne plus trop savoir qui il est là-dedans, Ouais. qui il surveille, est-ce qu'il se surveille lui, est-ce qu'il surveille quelqu'un d'autre, quelle est la nature de son job. Quand il a des souvenirs de sa famille, il se demande si c'est des vrais souvenirs ou des faux souvenirs. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Il y a, en termes de, c'est presque une autre identité, c'est-à-dire Ouais. le lui du passé, le Robert du passé, où on nous le présente comme un ancien père de famille, bien sous tout rapport, vraiment le col blanc traditionnel qu'on imagine faire son boulot très très chiant et très très stable et très très répétitif, qui est dans sa baraque de banlieue avec sa femme et ses 2 enfants dans un environnement bien propre, et qui envoie tout ça balader parce qu'il en peut plus, quoi. Oui, mais il envoie littéralement sa famille balader, puisque la maison dans laquelle il continue à être junkie, Ouais. c'est sa maison dans laquelle il était avec sa famille. C'est ça. Donc il est en permanence en quête d'identité, à ne pas savoir si ses souvenirs sont de vrais souvenirs auxquels il fait appel, ou si c'est des souvenirs qu'il s'est fabriqués pour avoir une identité de policier, pour ensuite avoir une autre identité dans la communauté de junkies. Enfin, tout ça est très compliqué, quoi. Ça nous fait penser évidemment à Blade Runner, où le héros ne sait pas si ses souvenirs ont des souvenirs fabriqués ou des souvenirs il sait même pas s'il est lui-même un être humain. Enfin, voilà. Dans la partie justement visuelle, hallucinatoire, il y a aussi, et le film commence comme ça, et c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, et c'est vraiment un film que je qualifierais de pas aimable, en tout cas au début, qui commence avec cette scène où on suit un personnage secondaire en plus, qui est chez lui, et qui est en pleine crise ou de manque ou de trop plein justement, quoi, et qui commence à sentir et à voir des insectes, mais des nuées d'insectes lui sortir du cuir chevelu, ou qui envahissent aussi le pelage de son chien, qui se lave puis qui revient puis retourne se laver avec une musique hyper dissonante, angoissante, etc. Tu dis, tu mets déjà les pieds dans quelque chose qui est assez repoussant au départ, et mais ça met dans le ton complètement. On comprend en quelques mots de quoi on va parler. Ce côté un peu hallucinatoire, ou les gens qui n'ont pas vraiment de perception du monde dans lequel ils sont. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais le côté un petit peu stoner movie du film aussi. Ouais, que j'aime beaucoup aussi. Je me souvenais pas qu'il passait autant de temps, ce film, à filmer cette communauté de junkies, mais les regarder avoir des conversations tous plus parano les uns que les autres, à surenchérir sur la parano de l'autre et tout ça. Enfin, c'est très marrant. Robert Downey Jr., il est dans une logorée constante. Il s'arrête jamais. Ouais. À tel point qu'au départ, j'avais mis le film en sous-titre anglais. Et en fait, il a à la fois un langage, il parle tellement vite et avec un langage tellement soutenu pour dire des choses tout à fait banales que j'arrivais pas à suivre. J'ai rebasculé en sous-titre français pour plus avoir à me prendre la tête avec ça. Et c'est vrai que ça n'arrête pas, quoi. Moi, je suis pas un grand fan de stoner movie. Hein. J'ai pas été élevé au truc de Seth Rogen ou de Judd Apatow ou je sais pas quoi quand tout le monde regardait Ali G. Moi, je comprenais pas l'intérêt de ce genre de truc. Ça a été compliqué pour moi, toutes ces phases-là. Il y a un moment où il ramène un vélo et puis ça dure pendant des plombes, et après il tombe en panne en bagnole, et
moi, c'était un peu une souffrance. Je me disais, mais quand est-ce que cette scène va s'arrêter, quoi? Et en fait, bon, j'ai compris, je comprends là maintenant, mais enfin, j'avais bien compris que le principe, c'était justement de les tirer au-delà de toute raison pour bien comprendre que ces mecs-là ne vivent pas dans la même réalité que nous. Mais c'était quand même un peu compliqué. Faut le savoir quand même. Faut savoir où on met les pieds, quoi. Mais c'est du génie, cette scène où Robert Downey Jr. ramène un vélo. Ça commence juste comme ça. Il a acheté un vélo à quelqu'un. Il est tout content. Ouais, il est tout content. Il ramène un vélo à la maison. Et là, tous ensemble, ils regardent le vélo qui est posé là. Et ils commencent tous à se faire une théorie du complot autour du vélo, juste parce qu'ils arrivent même pas à compter le nombre de vitesses qu'il y a sur le vélo. Ouais. Et c'est génial à voir ces 4 acteurs qui sont complètement en pleine possession de leurs moyens, tous en rajouter une couche sur non mais attends, un vélo ça peut pas coûter ce prix-là, qui te l'a vendu, ah mais tu sais pas qu'il y a Machine qui s'est fait piquer son vélo la semaine dernière et tout, et ça dure. Moi enfin évidemment il y a un discours derrière de dire bon bah voilà, quand t'es drogué et complotiste, bah tu peux aller très très loin très très vite, quoi. On l'a tous vécu. Non, jamais. Moi j'ai jamais rien pris, mais j'imagine que si j'avais pris quelque chose un jour, parfois ça va virer au bad trip et tu te dis est-ce que les gens me regardent, donc on a tous en tête ce moment où tu deviens conscient de toi-même et où ça part à 100 à l'heure, quoi. Donc je trouve ça brillant, moi, de le voir. Je crois que le moment où j'ai fini par rentrer dedans et où j'ai accepté ce côté, ok, ils sont complètement en train de raconter n'importe quoi et de surenchérir les uns sur les autres, c'est justement quand ils sont dans la voiture qui finit par tomber en panne et puis ensuite ils essayent de la réparer puis ils se rendent compte qu'ils peuvent pas, etc. Et où il y a Robert Downey Jr. qui explique que il a laissé, mais c'est pas grave parce que pendant ce temps-là, les gens qui viendront chez eux seront filmés parce qu'il a laissé un mot pour dire entrer, c'est ouvert. Non, parce qu'il a dit qu'il avait laissé la porte ouverte. Il a dit mais comment ils sauront? Bah parce que j'ai mis un mot qui dit entrer, c'est ouvert. Et après ils rentrent chez eux et ils se rendent compte qu'il y a personne. Et puis finalement il y a quelqu'un, c'est justement le personnage de Winona Ryder et qui dit bah j'ai trouvé le mot et donc je suis rentré, quoi. Et donc voilà, ça arrive à retomber sur ses pieds avec cette logique complètement improbable et absurde. Et là, ça a été un peu mon point de départ avec le film, mais on était quasiment à la moitié à ce moment-là. J'ai quand même pas mal souffert au début. C'est là que tu te rends compte qu'il y a aussi une mécanique un peu géniale, puisque ils sont parano, mais ils ont une raison d'être parano, puisque les flics sont vraiment en train de les surveiller. Et eux, comme ils sont tous parano et plus parano les uns que les autres, ils se mettent à se surveiller les uns les autres. Et du coup, Robert Downey Jr. devient vite un personnage d'Indy qui est de balance, et il va voir la police alors qu'il est le premier à s'en méfier et tout ça. Les junkies et les forces de l'ordre se regardent en miroir, quoi, dans ce film. On va attaquer peut-être plus la partie spoiler pour parler de ça, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que c'est Robert Downey Jr. qui va pour dénoncer Keanu Reeves, mais en fait on se rend compte que c'était pas Keanu Reeves qui était surveillé, mais Robert Downey Jr. et que le boss de Keanu Reeves était en fait Winona Ryder, sous elle aussi un scramble suit, donc qui ne pouvait pas être reconnu. Donc voilà, il y a vraiment des mini twists comme ça qui s'enchaînent. Là, on vous a vraiment spoilé absolument tout le film, hein, donc non, sauf peut-être la partie finale. Voilà, le dernier twist qui est un twist à la fois très cruel et en même temps assez beau, assez doux, amer. Ah ouais, j'ai trouvé ça m'a vraiment fait prendre le film par un autre angle. Enfin, ça me l'a amené vers quelque chose de beaucoup plus grand d'un coup. En fait, on découvre à la toute fin que ça a toujours été le plan du personnage de Winona Ryder, qui est donc infiltré dans la police, de faire en sorte que Keanu Reeves tombe dans l'addiction de la substance mort et en consomme suffisamment pour être lui-même perdre la raison, perdre ses repères et tout ça, et devenir une sorte de demi-légume, dans l'espoir de l'envoyer dans un endroit où la police soupçonne que c'est là qu'on récolte une petite fleur bleue, une clinique de rehab, enfin je sais plus comment réinsertion, je sais plus comment on dit en français, mais voilà, enfin un endroit où on te seuvre et on te fait aller mieux, quoi. Voilà, et donc évidemment Keanu Reeves est envoyé dans cette clinique et les soupçons de la police étaient corrects, c'est-à-dire qu'il est envoyé pour aller cultiver cette petite fleur bleue et la faire pousser, et ils espèrent que il y aura quand même au fond de lui une sorte de tout petit déclic qui lui permettra
de leur envoyer la preuve que c'est bien dans cette clinique que la substance est cultivée. Et le film se termine comme ça, sur un grand point d'interrogation, à savoir est-ce qu'il va retrouver cette raison ou perdue ou à demi cachée, avec ce fameux message laissé par Philippe K. Dick qui rend hommage à tous ses potes, plus la musique de Tom York. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de waouh, là d'un coup, tu te fais happer par tout ça, tu prends conscience peut-être, enfin moi en tout cas, c'est pas forcément des choses dont j'avais pris conscience, je connaissais pas non plus le rapport de Philippe K. Dick avec le côté autobiographique. Enfin, je suis allé découvrir plein de choses derrière, et c'est vrai que t'as même pas besoin de ça. Émotionnellement, toute cette fin de film fonctionne du tonnerre, d'autant que il y a le décalage justement entre un monde qui est entre guillemets un peu plus réel et celui de Keanu Reeves, où on a quand même des scènes avec Winona Ryder sous sa vraie identité, enfin, juste dans un diner à parler avec un collègue, et là même le monde autour d'elle retrouve beaucoup plus de consistance, arrête de bouger dans tous les sens, et il y a plein de repères visuels comme ça là-dessus. Le film joue en permanence. Mais cette fin, pour moi, elle emporte tout le film et le fait gagner, quoi. D'autant que je sais pas si tu te souviens de la dernière phrase de Keanu Reeves dans le film, mais donc Keanu Reeves cueille une des petites fleurs bleues, la cache dans sa chaussure, et il dit « Pour mes amis, à Thanksgiving ». Et là commence le texte de Philippe K. Dick qui rend hommage à tous ses amis. Qu'il ne pourra pas voir au prochain Thanksgiving, justement. Moi, j'avais quelque chose que je voulais mettre en perspective justement entre le contexte de sortie du livre, c'est-à-dire la fin des années 70, au milieu d'une décennie, tu l'as dit, complètement parano, avec la guerre froide, avec ces substances justement qui sont un peu à la queue de comète du mouvement hippie, où là de coup c'est plus du tout drôle, ni pisse, ni rien, c'est vraiment beaucoup plus tragique. Et cette décennie culturelle aussi, où les années 70 c'est la décennie du cinéma paranoïaque américain, dans la lignée justement du Watergate. Et les années 2000, où on est en 2006, et au moment où le film se fait, complètement post-11 septembre, où la question aussi des libertés individuelles, alors peut-être que c'est un peu trop tôt par rapport à la sortie du film, mais commence déjà à se mettre en avant cette nouvelle surveillance menée par les États-Unis, par le gouvernement, dans l'idée de prévention du terrorisme, de guerre contre le terrorisme. Et finalement, ces deux époques-là, à 30 années d'écart, se font écho. Et le film parle de ça aussi. Enfin, Barris, il essaye de faire dénoncer Arctor en tant que terroriste. Il est suspecté lui-même potentiellement d'en être un. Tout ça fait que le contexte de sortie du film est hyper logique par rapport au film, et arrive aussi au bon moment pour lui donner un petit supplément d'âme, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je sais pas si tu te souviens des années 2000, mais il y avait quand même une petite nouvelle flopée de thrillers paranoïaques. Je me souviens d'un film de Ridley Scott qui s'appelait Mensonge d'État. Mensonge d'État, ouais, c'est ça. Je cherchais le titre aussi. Voilà, c'était DiCaprio qui était envoyé à l'autre bout du monde pour essayer de maîtriser la situation au Moyen-Orient. Pendant tout le film, il est surveillé par Russell Crowe qui est aux États-Unis en train de vivre une vie de famille, mais parce qu'il y a des satellites partout qui regardent tout le monde tout le temps et tout ça. Donc il y avait des films très très compétents sur cette question, et je trouve que Scanner Darkly est l'un d'entre eux. Ouais. Et même par rapport un peu au mal de l'époque, il y avait celui des années 2000, et il y a celui un peu du monde dans lequel on vit, à savoir ce que j'appellerais une dystopie nulle. C'est-à-dire que c'est un récit dystopique quand même, il se passe dans un futur proche, une dystopie dont K. Dick était friand dans à peu près tous ses romans. J'ai pas lu grand-chose de lui, mais ne serait-ce que Minority Report, Blade Runner, on est complètement là-dedans. Et là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a même carrément de ça, c'est-à-dire que c'est le futur, mais c'est les mêmes banlieues un peu nul. La technologie elle sert juste à espionner mieux les gens et à leur faire, encore une fois, perdre leurs repères, et n'est absolument pas au service ni de l'humain, ni de faire avancer les choses, mais de cette espèce de sécurité de façade dont on a l'impression qu'on a besoin, quoi. Oui, tu fais bien de le rappeler, parce qu'effectivement, quand on évoque l'idée d'une adaptation de Philippe K. Dick, très vite, on voit des voitures volantes, on voit un futur hyper cool avec des technologies géniales, comme dans Minority Report, avec les écrans tactiles et tout ça. Effectivement, je crois que c'est pas le point de Philippe K. Dick du tout, et que Philippe K. Dick, il pense surtout à l'univers dystopique extérieur comme intérieur.
Et là, tu l'as très bien dit, c'est un futur de banlieue nulle et de squatteurs hippies dans des maisons pavillonnaires pas intéressantes et tout ça. Donc il faut pas penser que Scanner Darkly va être un film qui va vous montrer une SF futuriste super pop colorée et cool. Au contraire, c'est un peu la SF de la déprime, quoi. Est-ce que c'est pas ça justement qui qui rajoute encore un peu plus sur le côté aride et qui aurait peut-être pu expliquer la mauvaise réception ou la non-réception du film à l'époque? Est-ce que la fameuse question, est-ce qu'il est sorti trop tôt? Est-ce qu'il était en avance, visionnaire sur son temps? Je ne sais quoi. Moi qui ai l'habitude de regarder les chiffres du box-office, je sais un truc presque comme une certitude, c'est que ce qui fait le succès ou ce qui fait l'insuccès des films, c'est très difficile à expliquer. T'as jamais une raison claire, nette et précise. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce qui fait pour moi la singularité de ce film et la raison pour laquelle je l'aime tellement, je pense que c'est aussi la même raison qui a dérouté le grand public. C'est-à-dire, on comprend rien à ce que c'est que ce film. Ouais, c'est pas faux. C'est très difficile de comprendre. C'est des grands acteurs, mais ils sont mal mis en avant parce qu'ils sont redessinés. C'est du dessin animé, mais c'est pas pour les enfants. C'est Philippe Cadic, mais c'est pas de la science-fiction cool et pop et colorée. Parce que Minority Report était déjà sorti en 2006. Bien sûr, donc, il était déjà sorti depuis 4-5 ans. Donc, si tu veux, sur le papier, t'as un truc qui est formidable. T'as un projet qui est vraiment tellement singulier, c'est tellement un ovni ce film que moi ça me donne envie de le regarder et d'en savoir plus. Mais quand tu penses au grand public, c'est-à-dire à des gens qui sont pas des cinéphiles comme moi et qui ont pas très envie de se choquer l'œil, pourquoi aller regarder un truc pareil, quoi? Et d'ailleurs, bon, ouais, ça a floppé, je vous l'avais dit en intro, il a coûté plus cher qu'il n'a rapporté, puisqu'en plus il y a eu des dépassements de budget où l'animation elle-même a été problématique. Ils ont dû doubler le temps d'animation, ils avaient prévu 9 mois, ils sont passés à 18 mois, ils ont dû agrandir l'équipe comme ça se fait beaucoup. En plus, pour avoir regardé les bonus du DVD où on nous explique un petit peu tout ça, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas spécialistes dans l'animation, mais qui venaient d'autres, qui étaient des artistes, mais qui venaient pas spécifiquement avec l'animation, et donc ont dû se faire la main en plus sur un procédé qui était quand même un petit peu spécifique. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a quelqu'un dans un des bonus qui dit, en gros, on avait tablé pour 350 heures de boulot pour 1 minute. Ouais. Et il dit pas exactement combien ils ont terminé, mais il dit ça a été beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Voilà. Donc voilà, c'est se rajouter effectivement une difficulté, mais qui sert complètement le propos du film. On l'a suffisamment dit, quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder quel nombre d'entrées il avait fait en France au box-office, mais je me souviens que je l'avais déjà fait et que à chaque fois que je vais voir combien d'entrées il avait fait en France, je suis surpris par l'insuccès du film, quoi. Je me dis, mais attends, il y a si peu de gens qui sont allés le voir. À chaque fois, je suis très étonné, quoi. Ça fait partie de ces films qui ont manqué leur public à une époque, mais qui sont excellents à redécouvrir avec l'œil qu'on a aujourd'hui, avec toute la perspective qu'on a aujourd'hui, et ça reste hyper pertinent en plus aujourd'hui sur tout son discours, voilà, sur la parano, la surveillance. C'est pour le coup, je suis très content d'avoir enfin vu ce film depuis le temps que j'entendais parler, quoi. En plus, je pense, mais alors bon, ça c'est moi qui extrapole complètement, mais je pense que si c'était un film qui sortait aujourd'hui, à mon avis, la hype de Robert Downey Jr. est pas du tout la même, si tu veux. Ah non, complètement pas. Celle de Keanu Reeves, pas vraiment non plus, maintenant qu'il a la saga John Wick avec lui. Donc je pense pas qu'il faille en faire une ressortie, parce que je pense que ça se rebananerait encore. Mais si c'était un projet d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait plus de chance. Mais alors par contre, il aurait fallu aujourd'hui, il faudrait plutôt, pour le refaire aujourd'hui, un peu plus de sous aussi, pour les engager tous. Même Winona Ryder est revenue dans le game après une bonne traversée du désert, donc voilà, écoutez, on peut que vous le recommander si vous aimez les objets un petit peu plus singuliers, mais ça va faire l'objet de la partie suivante. I could be murdered. How did I get here? I tip my hat to any entity that could bring so much integrity to evil. What if they come in through the back door or the bathroom window like that infamous Beatles song? Just sacrifice someone without them ever knowing it. What does the scanner see?
head and into the heart. Does it see into me clearly or darkly? Eh ben oui, parce que c'est pour qui Scanner Darkly, parce que on l'a dit, le flop fait que on se demande un peu toujours aujourd'hui. Mais bon, déjà on l'a dit, c'est un film d'animation pour adultes. C'est-à-dire, je suis même pas sûr qu'un adolescent un peu éclairé, éveillé, à moins qu'il soit fan de Cadix, ça peut arriver, hein, il trouvera son compte. Je pense que c'est principalement pour ce que j'ai appelé les cinéphiles déviants, un petit peu comme nous. C'est-à-dire, faut quand même avoir envie de se fader, même si le film est pas très très long, il dure 1h40, tout ça et se digère très bien. Mais un film qui est quand même quasiment expérimental où le parti pris déjà visuel, vous allez savoir très vite si vous accrochez ou pas, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment le ton global du film. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment, il m'a fallu 40 bonnes minutes, passer au moins la première demi-heure pour comprendre un peu de quoi il s'agissait, où est-ce que j'avais mis les pieds, quoi. Si tu veux, moi je l'avais revu une première fois au moment où ma femme avait une période Philippe Cadic. Elle était fascinée par le personnage de Philippe Cadic et elle voulait en voir des adaptations cinématographiques. Vous avez donc vu Paycheck ? Non, parce que vous avez pas poussé jusque-là. Mais comme je le savais que Scanner Darkly c'était vraiment le plus Philippe Cadic de tous les Philippe Cadic, je lui ai dit ça il faut que tu vois ça. Donc déjà on peut le conseiller aux gens qui sont très intéressés par cet écrivain. Oui. Tu sais, de la même manière que les gens qui sont fascinés par William S. Burroughs, ils peuvent voir Le Festin nu, mais en revanche Le Festin nu tu vas pas le recommander à n'importe qui parce que c'est quand même super chelou, quoi. Après, si vous êtes intéressé par la carrière de tous ces intervenants, c'est-à-dire aussi bien les acteurs que le réalisateur, que les producteurs et tout, ça peut vous intriguer qu'il y ait un ovni comme ça dans leur carrière. Et c'est ce que je m'étais noté. Je pense que le mois de la fin d'adolescence, où j'avais justement une grosse consommation comme ça de ciné indépendant US. J'avais découvert Brothers avec Jake Gyllenhaal, 500 jours ensemble, Garden State, les films de Jason Reitman, Juno, etc. Il y avait eu quand même cette période-là. Ça faisait plus ou moins partie de cette mouvance aussi, Scanner Darkly, mais c'est un peu un marqueur pour se dire qu'il y a une époque où on pouvait réunir ces gens-là dans un film indé, quoi. Exactement. Et puis tiens, je vais en rajouter une couche, mais c'est un très bon marqueur, Scanner Darkly, sur notre toute petite différence d'âge, encore une fois. C'est que moi, quand je vais le voir, j'ai 22 piges, je suis étudiant en cinéma, je vois énormément de films, je sais même dans quel cinéma je l'ai vu, c'est le cinéma dans lequel je vais toujours voir la grande majorité des films que je vais voir, je sais où j'étais assis, je me souviens de tout, si tu veux. Mais au même moment, toi, t'es où ? C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, à ce moment-là, déjà à 14 ans, je pense que j'avais absolument j'aurais jamais eu envie d'aller voir ce truc-là. Quand même, j'avais bouffé la trilogie Matrix avant, mais surtout au cinéma Le Savoie à Bressuire dans les Deux-Sèvres, qui a 2 salles. Je peux t'assurer en tout cas, de mon expérience, je suis à peu près sûr, à 99%, qu'il n'a jamais été diffusé là-bas. Donc, même si j'avais voulu. Donc ça, c'est très marrant, si tu veux, au même moment, dans la même temporalité. Pour moi, c'est une évidence d'aller voir ce truc-là parce que je suis déjà dans une très forte consommation de films et que je suis en train d'étudier ce truc-là. Pour toi, ça n'existe même pas. Ah non, c'est ça. T'as même pas vu la sortie de ce film passer. C'est pas du tout sur mon radar. Je sais pas ce que je suis allé voir en 2006. Jumper, peut-être, avec Hayden Christensen. Je sais pas si c'est cette année-là, mais... Alors, je vais quand même préciser un truc parce que tu m'as fait faire une dinguerie pour cette émission. C'est que je suis allé refouiller dans mes DVD qui sont maintenant dans les énormes classeurs et tout ça. J'ai retrouvé le truc, j'ai mis le DVD dans le lecteur et ça commençait par des pubs contre le piratage. Déjà des pubs contre le piratage, ce qui est quand même fascinant. Tu es le mec qui achète le DVD, donc tu es le mec qui ne pirate pas par essence, et on te dit tout de suite c'est mal de pirater, c'est du vol et tout. Et t'as envie de dire ta gueule, connard. Je suis pas la cible de ta pub à la con là. Moi je suis le gentil dans l'histoire, quoi. Et donc ça commençait par ça, et ensuite t'avais des bandes annonces. Ah ouais, génial. Pour Superman Returns, pour des trucs où je me suis dit oh mon Dieu, c'était il y a longtemps. Ah ouais. Oh là 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 là. Ouais, là ça m'a fait un coup de vieux tout de suite, quoi.
Et pour le coup, je l'ai vu aussi en DVD, je l'ai dit, c'est là où c'est là où on peut apprécier les bonus. J'en avais parlé justement dans Originals, la perte du support physique fait que on n'a plus ces bonus-là, Absolument. ou en tout cas le fait que les gens ont moins d'appétence pour ça, ils perdent du contenu si tu veux vraiment t'informer sur un film. Alors toutes les éditions ne sont pas ont plus ou moins de bonus. Il y en a vraiment où c'est ras des pâquerettes et d'autres où t'en as des heures et des heures à ne plus savoir quoi en faire. Mais ça se perd justement, donc j'ai eu la chance de le trouver un peu par hasard parce que je le cherchais pas à la médiathèque de Saint-Ouen, où il s'avère que le rayon au cinéma d'animation est bien chargé, donc ça va pouvoir enrichir les épisodes d'Animedia pour des années et des années, mais très content de l'avoir découvert à ce moment-là. Et ça, ce que tu dis, c'est très très important parce que quand t'es quelqu'un, quand t'es un jeune homme comme j'ai été et que t'as envie de devenir étudiant en cinéma et que t'as toutes les raisons du monde d'avoir à te documenter sur un film, je veux dire, c'est des documents qui sont hyper précieux et qui étaient très accessibles et qui le sont beaucoup moins maintenant. Donc, ne plus avoir accès à ces bonus et consommer les films sans les bonus, ça fait du tort aux gens qui aimeraient devenir, je sais pas moi, journaliste cinéma ou se documenter sur la culture de manière générale. Si tu as envie d'écrire un bouquin, les commentaires audio, j'en ai jamais regardé de ma vie parce que j'ai jamais eu j'ai jamais voulu m'y intéresser ou m'intéresser à un film à ce point-là. Mais c'est une mine d'informations. Il y en a sur Scanner Darkly. Il y a un commentaire audio du réalisateur, donc c'est essentiel. Et merci aux médiathèques de continuer à faire vivre ça parce que, alors pour le coup, vu le succès relatif, voire inexistant du film, quand même, il est disponible en VOD à droite à gauche payante. J'y ai eu accès gratuitement. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, alors que ça, vous pouvez être sûr qu'il va jamais intégrer un catalogue de plateformes de streaming. Ça serait bizarre, ou alors s'ils achètent tous les adaptations de Philippe Cadic pour faire une rétro, ou j'en sais rien, mais ça serait curieux. Ouais. Même sur Netflix qui a distribué, produit, je ne sais pas, un des derniers films de Richard Linklater, qui est aussi un film d'animation en rotoscopie qui s'appelle Apollo 10 et demi, les fusées de mon enfance. Je ne sais pas si tu l'as vu. Même eux ne sont pas allés jusqu'à récupérer Scanner Darkly en se disant peut-être que ceux qui ont envie de poncer la filmo de Linklater vont s'y essayer. C'est aussi peut-être la dernière catégorie qui on pourrait recommander le film, quoi, si ça existe, les fans de Richard Linklater, vu l'œuvre prolifique qu'il a. Et enfin, petite dernière note sur ce C'est pour qui, j'ai un truc que je vais peut-être rajouter dans des prochains épisodes. Ce n'est pas pour vous si vous êtes allergique aux stoner movies, parce que là ça peut être effectivement très très compliqué. Il y a moyen de rage quit à la moitié, et ce serait dommage parce que ce serait passé à côté de cette fin de la deuxième moitié élève complètement le film, mais ça peut être compliqué. Mais comme je te l'expliquais, ces scènes de stoner movie qui sont très longues, elles sont nécessaires pour le propos du film. Ah oui, bien sûr. Eh bien, on va maintenant lui décerner une note. Alors, je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu sévère, mais c'est parce qu'en fait, je crois que c'est un film dont je préfère parler que revoir. Si tu me dis, on le revoit ce soir, je vais te dire, je vais peut-être attendre 1 ou 2 ans avant d'y retourner. Mais c'est peut-être aussi parce que voilà, j'avais eu du mal sur la première moitié et la deuxième m'a beaucoup plus convaincu que personnellement, je pense que je vais rester là-dessus quand même. Puis après tout, ça reste qu'une note. Faites-vous votre avis si vous en avez envie. La note de 3 sur 5. Pour ces diverses raisons-là, et puis peut-être pour récapituler un petit peu, ce que j'ai mis à la fois en positif et à la fois en négatif, c'est l'aspect visuel, c'est-à-dire que ça a forcément un peu pris un coup de vieux dans la gueule aujourd'hui, mais en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt, la qualité du film. Sans ça, ce film n'aurait justement pas d'intérêt, s'il n'y avait pas toute cette surcouche de rotoscopie. Et puis moi, je connais quand même pas beaucoup de films qui lui ressemblent. Ah non, alors ça, c'est clair. Ça, c'est une singularité, et voilà, ça peut être à la fois un repoussoir et à la fois l'impression de se dire, bah oui, je n'ai littéralement jamais vu ça. Alors, Waking Life a l'air de lui ressembler un petit peu, ce serait éventuellement le sel. Point négatif, vous l'avez compris, l'ambiance film de stoner, c'est pas trop pour moi, mais tu l'as suffisamment dit, ça a évidemment son intérêt. Et puis, j'ai peut-être eu un peu de mal aussi au début à me familiariser avec ces dialogues très très écrits, notamment Robert Downey Jr. qui tranche un peu avec le reste. Woody Harrelson est beaucoup plus premier degré, voilà. Mais alors Robert Downey Jr. il a quand même un rôle assez central dans le film, et voilà, il part dans des diatribes, des logorées qui peuvent être un peu. Oui, mais même parfois cette surécriture peut amener les rares moments d'humour du film. Oui. Il y a un moment où il y a un des personnages de junkie qui essaye de se suicider.
Et donc il entre dans une espèce de rituel complètement débile où il doit aller s'acheter une bonne bouteille de vin et tout ça. Puis il avale des pilules et puis il se met sur son lit en se disant qu'on va le trouver dans son beau costume et tout. Et en fait il s'est trompé, il s'est intoxiqué, il a pris de la drogue au fait. Et il voit un espèce d'alien avec 8 milliards d'yeux qui se met à lui lire tous ses péchés un à un pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est une scène qui est surécrite parce que elle est en voix off, mais elle est tellement drôle, quoi. C'est vrai qu'on pourrait presque la retirer du film, que ça ne changerait rien. Absolument. Mais ça accentue justement cette ambiance. C'est les moments où tu sens que c'est une adaptation d'un livre, quoi. Oui, exactement. Bon, en point positif, pour finir, la dernière partie, hein, vraiment le dernier tiers, mais je mets quand même la dernière moitié parce que c'est là où tout commence enfin à se mettre. Les pièces du puzzle se rassemblent, on va dire. L'ambiance paranoïaque, quand tu réfléchis 2 secondes au jeu de surveillance et de qui est qui et de qui trompe qui, etc., c'est assez brillant. Certes, au début, on comprend pas tout, mais pour le coup, l'explication sans qu'on te la martèle, un personnage qui en prenne un autre et qui te dise voilà, c'est ça qui s'est passé, avec des flashbacks et tout ça, on n'est pas du tout là-dedans, mais tout devient enfin clair, quoi. Mais oui, le dénouement fait que toutes les pièces du puzzle tombent parfaitement en place, et en plus de ça, c'est un dénouement qui est très touchant. Est-ce que c'est un film, toi, que tu aurais réussi à noter, ou combien tu lui aurais mis? Je sais que tu fais ça aussi sur... Mais moi, je suis un petit peu plus... je note avec mon affect, beaucoup plus. Et si tu veux, quand j'avais vu le film, si je l'avais noté à chaud la première fois que je l'avais vu, je l'aurais noté, moi je note sur 10, donc j'aurais noté 6 sur 10 ou peut-être 7 sur 10. Mais quand je vois comment je le cultive maintenant... je suis sur un 9 ou 10 sur 10, si tu veux, quoi. Donc voilà, oui, c'est un film que je trouve important pour moi. Et je trouve qu'il se revoit bien. Je trouve que je l'ai revu 3 fois. Ouais. Et faut laisser du temps, effectivement, entre les moments où on le revoit. Mais quand on le trouve, au fait, toujours assez pertinent, quoi. Ça fait partie de ces films qui, pour le coup, vraiment maturent et qu'il faut prendre le temps de maturer aussi. Vraiment, quand je suis sorti de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter dans ce podcast pendant quasiment 1 heure avec toi, là. Et en fait, ne serait-ce que le lendemain, 2 jours plus tard, ça vient tout de suite beaucoup plus naturellement et j'aurais beaucoup plus de facilité à le recommander. Alors, pas à tout le monde, voilà, on l'a suffisamment dit, mais ça reste tout à fait valable et hyper intéressant à décortiquer pour qui aime ça. Pour le replacer dans la grande liste Letterboxd d'Animedia, 3 sur 5, ça le replace derrière Apollo 10 et demi, Les fusées de mon enfance, dont j'ai parlé, un des derniers films de Linklater qui est disponible sur Netflix, donc du contenu de plateforme éventuellement à recommander, qui est beaucoup plus facile d'accès, hein. C'est une chronique quasi autobiographique, j'imagine, de Linklater au moment autour de la mission Apollo 11, c'est-à-dire le premier pas sur la Lune à la fin des années 60, qui est une super rotoscopie. Pour le coup, le film est magnifique, sans doute la plus belle rotoscopie que j'ai jamais vue. Ça le met au même niveau qu'un autre film un peu malade que j'aime bien quand même, qui s'appelle Final Fantasy, Les créatures de l'esprit, qui est sorti au début des années 2000. C'est celui-là ? Oui, celui-là. Putain, t'es vache, hein. C'est ça, c'est un nanar, hein, quand même. Comment ça, je suis vache? Mais non, je lui ai mis 3. Moi, je le supporte et j'y trouve mon compte. Je l'avais vu à sa sortie en salle et j'en étais sorti pas content. Je le défends un petit peu. Pas non plus. Je ne mourrai pas sur cette colline, comme on dit, mais je le défends plus que ce qui s'est fait cracher dessus par les fans, notamment. Et ça le met devant, pour citer un autre projet bizarroïde, Piece by Piece, le documentaire en Lego sur Pharrell Williams. Piece by Piece. Il est loin devant Piece by Piece. Il est loin devant Piece by Piece. J'avais mis la moyenne, mais son histoire, sa place pour le coup dans l'histoire du cinéma. T'es de bonne composition là. Ouais, ça va. En fait, j'aime bien les films un peu flingués, quoi. Et celui-là, je pense que je le réévaluerais sans doute, hein. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Animedia. J'ai déjà envie de revenir en arrière et que ce soit le début. Ouais, et qu'on en reparle et qu'on nous efface la mémoire. J'ai un peu de substance D, si tu veux, génial. pour se faire une petite sauterie
D'ailleurs, on est le soir de la cérémonie des Césars, le 28 février. Oui, on donc, risque d'avoir besoin de substances. Ouais, pour supporter ça, effectivement, on va s'infliger ça en toute confiance. N'appelez pas la police, hein, on l'a voulu. Merci Gauthier, c'est ton Merci moment à un toi. petit peu auto-promo, même si on l'a fait un petit peu au début. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver si vous êtes abonné à Satellifax dans les colonnes de Satellifax où je décrypte le box-office et j'ai toujours ma rubrique hebdomadaire qui s'appelle les enjeux des sorties de la semaine où j'essaye de présenter à l'industrie qu'est-ce qu'il va y avoir sur vos écrans, qu'est-ce que c'est que ces films, mais je les présente pas de manière critique artistique, mais en tant que produit. Voilà, comme j'ai plein d'informations sur ces films, j'essaye de dire aux gens ce qu'ils sont, de les regarder sous tous leurs angles. Vous pouvez aussi maintenant me retrouver sur toutes les plateformes pour mon podcast Originals que je co-anime avec Romain. Le podcast qui saute de plateforme en plateforme. Celui-là même, ouais. Donc on parle des contenus de plateforme et puis si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça, en tout cas vous pouvez me retrouver sur cet épisode d'Animal Media qui est un podcast que j'adore vraiment. Et alors le podcast d'Originals du 28 février justement, de quoi parle-t-il ? Celui d'aujourd'hui ? Oui. De quoi Ah si, je sais. Celui d'aujourd'hui, mais d'il y a 4 jours pour les gens qui écoutent le mercredi de la sortie. Ouais, la temporalité est compliquée. Quand sommes-nous celui d'aujourd'hui, il parle de Gagné ou perdu, la première série originale Pixar. Oui. Donc c'est pas la première série de Pixar puisqu'il y avait déjà eu Rêve Productions et tout ça, mais c'est la première fois que Pixar propose de sortir de ses films et fait une série qui n'est pas rattachée à un autre de ses films. En fait, voilà. c'est chiant parce que le statut de cette série a changé parce qu'au moment où elle a été annoncée, ça allait être la première série Pixar et depuis, il y en a eu une autre. Et merci à toi parce que c'est toi qui m'en as rappelé l'existence. J'étais tellement sur d'autres plateformes justement pour suivre du contenu de séries d'animation que j'ai complètement oublié celle-là et j'ai regardé les 4 premiers épisodes juste avant d'enregistrer. Voilà. Et j'aime beaucoup la proposition. Je trouve que ça fait un peu du surplace pour l'instant, mais j'attends de voir un peu comme Scanner Darkly, comment tout ça va finir par s'imbriquer. Avec Menro, on était content, mais un peu mitigé, notamment parce qu'on trouve ça un peu super ricain, quoi. Trop de culture. Bien sûr, alors ça complètement. Oui. Et puis on parle aussi de Yellow Jackets, la série dont la 3e saison arrive en ce moment aux États-Unis et donc arrivera prochainement en France aussi. Super, vous pouvez aller écouter ça, chercher Original, c'est dispo absolument partout et en ce qui me concerne, évidemment, Animedia est disponible là aussi sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, donc allez-y, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un maximum d'étoiles si ce n'est pas déjà fait encore, je sais, je le tiens pour... c'est un fait que vous ne l'avez pas tous fait. Et moi, je l'ai fait. Et c'est bien dommage. Voilà, toi, tu as fait tes devoirs, tu es un auditeur modèle, donc soyez plus comme Gauthier et laissez-moi aussi un max d'étoiles. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est comme ça que les algorithmes retrouvent Animedia et le recommandent à de plus en plus de monde et on a envie de diffuser le cinéma d'animation et d'en parler comme ça à de plus en plus de monde. Et vous pouvez me suivre également sur tous les réseaux sociaux, c'est Animedia Podcast sur Blue Sky, Instagram et TikTok principalement, où je diffuse là encore non seulement mon contenu, mais des informations sur les prochaines sorties. Merci encore Gauthier. Merci à toi. Merci. Nous on va aller commander des pizzas pour cette soirée César en espérant que le palmarès animation soit à la hauteur de cette année 2024 qui nous a bien gâtés. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et ciao. Salut.